Quand on m'a proposé de venir ici pour parler d'aménagement du territoire dans le cadre de la route de la soie, je dois dire que j'ai trouvé le sujet très intéressant, mais quand on m'a dit que tout se passerait à Nantes, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je regrette de peut-être vexer par mes propos certains Nantais, mais il faut savoir que je suis un ambassadeur de Nantes. J'ai appris à lire, écrire et compter à Nantes. C'est important. Et donc partout, j'ai une vision mon point de vue, ma longue vue, part de ce territoire. Alors, bon, quand on regarde la route de la soie, c'est une carte qu'on a vue au moins 10 fois aujourd'hui. Eh bien, on se dit mince, alors c'est pas de peau. Où est la France? Ça semble un peu par côté. Et c'est vrai qu'au niveau des échanges mondiaux, que ce soit nos ports, que ce soit notre système ferroviaire exemplaire, que ce soit notre réseau d'autoroutes, on est un peu national. On est concentré sur nos métropoles. On est peu ouvert vers l'étranger. Regardez, je parle de quelques projets. La LVG qui devrait nous ouvrir la France vers l'Espagne est en panne. La liaison Montpellier-Barcelone est en panne. Voilà, avec à chaque fois de bons motifs qui portent toujours le même nom que j'ai entendu dans la bouche de certains de mes prédécesseurs. Projet pharaonique. Or, quand on est à l'heure de la mondialisation, accepter ou refuser, peu importe, elle est. J'ai sur moi, j'ai pas envie d'énumérer tout ce qui n'est pas franco-français, quoi, mais je serais presque nu si je devais me limiter à être un espèce de végétalien de la chose achetée. Donc, je me dis, je vais parler de Nantes dans quelque chose qui va plutôt vers Marseille, vers Venise, vers Gênes, dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est une véritable interrogation. Si on regarde les pays du monde, c'est quelque chose que je montre toujours dans mes conférences. Quand on parle, je dis, regardez d'où on parle en Europe. On vient de sortir d'élections européennes, on aimerait que tout ça s'unisse, mais c'est quand même un peu picrocolin. Regardez, la dimension de l'Europe, c'est exactement, si on regarde ce grand continent afro-asiatique, c'est exactement la dimension de la Sibérie orientale. Et si on regarde la Sibérie orientale, j'ai vu dans votre rapport que vous avez beaucoup travaillé sur les passages, tout ce qui pourrait se faire, parce que ce serait le réel passage entre le continent eurasien et l'Amérique. Bon. Et on voit tous ces pays. Et quand on regarde les grands empires, les grandes surfaces, et on sait aujourd'hui, on a parlé des océans, de la capacité énergétique des océans, de la capacité économique des océans, mais on sait que les pays qui ont des grands territoires, comme la Chine, je vais parler vin, ont tous les climats. Donc un jour, ils auront les meilleurs vins du monde. C'est inéluctable, évident. Bien que nos amis bordelais fassent la gueule, c'est comme ça. D'ailleurs, ils ne sont pas fous, ils investissent déjà ou ils sont très observateurs de ce qui se passe là-bas. Et l'autre pays qui est tout à fait parcelé, qui est issu de nos histoires coloniales liées à l'Europe, c'est l'Afrique. Et il n'y aura pas de développement de route de la soie, une vision solidaire, moi je le vois comme ça, une mutualisation des efforts économiques, des échanges, sans qu'il y ait une modification profonde des organisations économiques européennes et africaines. Il y a un sacré boulot, j'aime mieux vous dire. Alors, bon, voilà les ports, non, on va pas pleurer, mais enfin,
les routes de la soie ne se trompent pas en terminant l'aspect occidental à Rotterdam. C'est évident que c'est là. Et si on regarde ce qui se passe réellement et ce pourquoi c'est comme ça, on a parlé, moi je vois très bien, je travaille beaucoup sur le Grand Paris, et je vois très bien et tout à fait comment on parle du Havre, port de Paris. On cite Napoléon, mais c'était du temps de la marine à voile. Aujourd'hui, avec les tankers soudés, ça n'a plus grand-chose à voir. Et si vous mettez la vue suivante, eh bien, vous voyez tout ce qui est les liaisons ferroviaires à grand gabarit. Je ne vais pas parler du ferroviaire. Fluvial au grand gabarit, pardon. Je ne vais pas parler des liaisons ferroviaires qui sont aussi dramatiques. Mais vous avez effectivement une liaison à grand gabarit entre Le Havre et Paris. Mais c'est en impasse. Il n'y a pas ce qu'ont fait les Allemands en joignant par un canal le Main au Danube et qui a fait un axe fluvial qui va aujourd'hui de la mer du Nord qui traverse toute l'Europe, toutes les capitales européennes, la liaison Rhin-Main-Danube. Et c'est moi qui l'ai vu en chantier, qui ont m'y emmené pour comprendre ce qu'était l'importance de la fluviale dans notre organisation. J'ai dit, on n'a pas d'une vision terrible. Et on voit exactement la même chose. Nous parlions de Marseille. Il suffirait de faire le canal Rhône-Rhin pour qu'il y ait une liaison de nouveau, c'est-à-dire que Le Havre, avec ses liaisons, la Seine-Nord et Rhin-Rhône, Le Havre et Marseille seraient connectés à l'Europe, donc deviendraient des ports concurrentiels. Notre actuel Premier ministre, Havrais, lui, il dit on ne va pas mettre, reprenons le propos stupide, alors qu'il dit souvent des choses sensées, de Jacques Attali, n'ajoutons pas la dernière vis à notre cercueil, mais il ne sait pas ce qu'est un port. Un port n'est pas que... C'est un lieu d'échange, c'est-à-dire que c'est un lieu d'alternative, c'est un lieu où le monde entier viendra. En gardant une arrière-cuisine en impasse, qui va venir bouffer? Pas grand monde. C'est l'histoire du port que j'ai très très bien vu tout à l'heure. Au moins, j'ai bien fait d'arriver en début de séance, je ne regrette pas, parce que j'ai appris plein de trucs. C'est l'histoire de votre port tout à l'heure qui a... Parce qu'il donne une autre offre, brutalement, le nombre de bateaux double. Ça, cette carte, elle est très très cruelle. Bon, alors, ça y est, j'ai dit... Alors si, je peux quand même le dire. Quand l'ancien maire de cette ville, Jean-Marc Ayrault, qui est Premier ministre, il arrive et il détermine, au bout de 15 jours de son autorité Premier ministère, il détermine et il dit on arrête le canal Seine-Nord, projet pharaonique. C'est un ami, j'ai son portable. Je lui envoie immédiatement un message, je lui dis c'est une connerie, tu viens de dire une connerie. Il me dit pourquoi? Je lui dis parce que c'est oui, d'accord, je suis d'accord, la façon dont il est fait, c'est pas très malin. Il n'y a pas de développement territorial, on n'en parle pas, puis il y a un ou deux ponts où les gros tankers pourront pas passer. C'est un peu idiot, mais à part ça c'est des détails, ça peut s'améliorer. Mais l'esprit, la négation de cette vision technologique de liaison, de trait d'union européenne, c'est moderne, c'est même incroyable. Alors, moi je vais vous faire un petit truc quand même, nous sommes à Nantes. Alors je vais quand même un peu donner de choses positives. À Nantes, il y a eu un mouvement, un moment autour d'un mémorial possible sur la traite. Et il a été fait un mémorial avec des moyens conséquents, qui a existé, qui existe, que je vous invite à aller voir, pour ceux qui ne connaissent pas Nantes, à aller voir sur le quai de la Fosse. C'est un endroit où on parle de tout ce qui s'est fait, bon. Ça a été la première ville qui ait fait quelque chose à ce niveau-là, c'est-à-dire qui a déplacé la simple plaque
plaque vissée sur un endroit historique. Ça raconte toute une histoire. Bon. À partir de là, tous les pays africains, antillais, américains, visent et imaginent un mémorial de ce drame mondial qui a été quelque chose de pathétique, mais quelque part, qui porte les traits d'union. Il se trouve que je m'occupe, ça va arriver en septembre, un peu pour embêter Trump. Une succession d'universités veulent fêter non pas les dates anniversaires de l'abolition de l'esclavage, mais la première date de création des premiers esclaves aux États-Unis. Ce qui est terrible, parce que c'était des gens qui arrivaient de l'hémisphère nord, c'est pas l'hémisphère sud où il y a toujours eu du trafic humain. L'hémisphère nord, c'était, bon, les gens, c'est les religieux, protestants, tout, on ne plaisante pas avec les gens. Et brutalement, ils décident que les Noirs seront esclaves. Ça se passe en septembre 1619. Donc il y a toute une campagne qui se fait, et de façon maligne, ces universités, il y en a 12, avec, pour les dérivés, la Columbia University, avec lequel je collabore depuis longtemps, disent il faut absolument que M. Hérault, ancien Premier ministre, mais surtout maire qui a fait le premier mémorial, vienne témoigner, vienne nous expliquer pourquoi une ville, tout d'un coup, trouve ce trait d'union culturel. Car bien entendu, il n'y aura pas de route de la soie s'il ne se bâtit pas parallèlement des projets culturels forts entre les peuples. Alors je prends celui-là. Regardez le. Alors celui-là, il est lié à l'Atlantique justement. Il y a eu cette histoire d'échange. Un échange. Piquait le sucre. Pour faire du sucre, il fallait des noirs, et pour avoir des noirs, il fallait créer des babioles. Donc ça a mis tout un développement de la toile de Jouy grâce à Oberkampf. Développement de la toile de Jouy, il y avait un nombre d'usines de toile de Jouy à Nantes. Là-dessus, ils piquaient des esclaves qu'ils emmenaient aux Antilles, un peu en Amérique du Sud et un peu en Amérique du Nord. Et ça a fait un mouvement dit commerce triangulaire. Et à partir de... ça a été quelque chose de dramatique. Mais des années après, tout d'un coup, ça devient un lieu culturel. L'Atlantique redevient... Vous savez, on raconte toujours, moi je me rappelle, on me montrait comment on avait l'impression que l'Afrique et l'Amérique du Sud s'étaient séparés parce que ça avait presque le même dessin côtier. Eh bien, on a l'impression que tout d'un coup, l'Atlantique se réduit. Et dans l'histoire des routes de la soie, où vous avez énuméré des pays totalement improbables, comme la Jamaïque, eh bien, pensez aux ensembles océaniques. Les liaisons entre l'Atlantique et le Pacifique, c'est pas terrible. C'était des hardis navigateurs jusqu'au canal de Panama. C'était des hardis navigateurs qui se permettaient de le faire. Mais c'est une relation qui est sûrement à travailler beaucoup plus qu'on ne pense. La suivante. Je rappelle simplement que, pour terminer, que dans notre pays, on a 3 fleuves, hélas, pas très navigables. La Seine, qui pourrait l'être un peu, si elle est connectée. La Garonne, pas terrible. Enfin, il y a quand même un canal du Midi qui joint l'Atlantique. Et puis, il y a le nôtre, là, la Loire. On ne la voit pas, mais on voit l'Erdre, qui est un de ses affluents, là, juste devant le Palais des Congrès. Et la Loire, c'est un drôle de fleuve très difficilement navigable, qui était très navigable au XVIIIe siècle. C'était un très très grand port. Mais hélas, aujourd'hui, c'est à Saint-Nazaire. Chez vous, madame. Bon, est-ce que Saint-Nazaire est appelé à être un grand port? C'est pas simple, un peu encombré. Mais si les ports, dans leur dimension, dans ce qu'ils représentent, à leur échelle, ne sont pas forcés d'être le rassemblement de tous les tankers du monde,
Mais les ports, c'est des lieux où il y a des traditions d'échange, où les gens qui y habitent ont l'habitude de dialoguer. On l'habitude d'abord les gens des villes portuaires, que ce soit en France, que ce soit Dunkerque, Bordeaux ou Nantes. C'est des gens qui viennent du monde entier, qui ont fait. C'est des gens qui, bon, il suffit de regarder l'annuaire de Nantes, vous verrez des noms portugais, espagnols, hollandais, enfin anglais même. Donc voilà, c'est comme ça. Alors, pour clore, parce que je m'intéresse terriblement aux routes du papier, je voudrais faire un vœu et faire que votre institution porte ça, c'est-à-dire qu'en même temps et en parallèle à la route de la soie, on se souvienne que bien avant, et de façon beaucoup plus lente, est arrivée, ce sera la dernière carte, les routes du papier qui sont parties de Chine, qui ont mis énormément de temps pour arriver en France. Dès que c'est arrivé, ça a marché. C'est devenu très vite un des pays les plus productifs en matière de presse. Ça ne l'est plus. De presse, de livres, de tas de choses. En fait, tout cet ensemble européen. L'imprimerie sur papier est arrivée au XVe siècle. En Chine, c'était au IVe. Ça a mis très longtemps à venir. Le Coran a été imprimé sur papier bien avant la Bible. Vous vous rappelez de ça? C'est très drôle d'ailleurs parce que de nombre d'historiens racontaient que c'était les nations arabes qui avaient arrêté la diffusion du papier. C'était une vision. On a quelquefois des trucs qu'on se raconte qui sont des visions aveugles des choses. C'est tout le contraire. C'est parce qu'ils avaient le papier qu'ils sont devenus vachement forts. C'est comme ça qu'en astronomie, et que les populations occidentales, grâce aux croisades, ont découvert qu'il y avait une autre façon de comprendre et de voir notre planète. Voilà. Donc, je voulais vous dire ça. On a vachement intérêt à bosser, à réfléchir sur comment, être très productif face à la route de la soie, que ça dépasse les carrés Hermès. Et deuxièmement, on a intérêt à promouvoir ce que nous avons, nous, en capitale, et qui est quelque chose de culturel européen, notre histoire, parce qu'il n'y a pas d'innovation performante sans mémoire.